parce que le style de management, c'est très important. Il s'agit notamment de l'adhésion au contrôle interne. D'ailleurs, bien sûr, quand je parle de ça, vous savez qu'on parle du management participatif. Parce qu'au niveau, vous savez, les styles de management, vous savez qu'il y en a plusieurs. Vous avez Oui, étudié le management, je pense. Hein? oui, madame. Très bien. Donc, par exemple, si je suis dans le cadre d'un management autoritaire, c'est difficile de se trouver une adhésion du personnel au contrôle interne. Si, par exemple, nous sommes encore dans le cadre du management parental, c'est le cas des entreprises familiales, là aussi, c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle, lorsque je parle de style de management, en général, dans l'évolution actuelle de la chose, c'est-à-dire même lorsqu'on parle du contrôle de gestion, de l'audit, du contrôle interne, on doit déjà avoir un style de management adéquat. En général, c'est le management participatif qui peut aller même à un management intégré. La structure de l'organisation, bien sûr, la structure de l'organisation, c'est très important parce que si vous avez une mauvaise organisation, vous avez un problème au niveau de la définition des postes, vous avez un problème au niveau des chevauchements de tâches et de répartition des tâches, bien sûr, le contrôle interne ne pourra pas fonctionner. Et enfin, vous avez les politiques et pratiques en termes de ressources humaines. Et ça, c'est un élément très important. Pourquoi? Parce que qui fait appliquer la procédure, c'est les ressources humaines. Donc, si vous n'avez pas une bonne gestion des ressources humaines, bien sûr, tout ça ne pourra pas fonctionner parce que je vais me trouver dans deux situations. Soit je peux faire les procédures de manière centralisée dans le top management et je vais les distribuer. Dans ce cas, j'aurai le risque que le personnel ne les applique pas. Soit, là encore, s'il y a un problème de communication avec le personnel, elle pourra les appliquer, mais ce n'est pas d'une manière fiable. D'accord? Donc, finalement, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'environnement qui doit exister pour mettre en place un contrôle interne et un management de risque et par là même un audit interne. C'est-à-dire, avant de faire le travail, il faut qu'il y ait une réorganisation de la société, un descriptif de poste, des répartitions de tâches et en plus, il faut qu'il y ait une certaine transparence sur tout ce qu'on fait en général. C'est clair? Ça va? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Donc, je passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'évaluation des risques. D'ailleurs, c'est la phase la plus importante. Il s'agit d'identifier et d'analyser les facteurs susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs et déterminer ainsi comment ces risques devraient être gérés. Le processus de gestion des risques comporte les étapes suivantes. Identification des risques. Elle doit être exhaustive, prenant en compte les risques liés aux facteurs internes et externes. Très bien. Donc, si vous voyez, d'ailleurs, nous avons déjà eu l'idée hier, normalement pour identifier les risques, c'est-à-dire je dois identifier tous les événements susceptibles de générer un risque. Donc, on va agir dans l'environnement de l'entreprise. Bien. Donc, si par exemple, l'entreprise, elle travaille avec, par exemple, un délai client, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'entreprise vend un crédit. Hada, c'est quoi? Hada, c'est un événement. Qu'est-ce que je veux dire? Le fait de vendre à crédit peut être générateur d'un risque de non-paiement. Vous suivez avec moi? Comment je vous donne juste des exemples. Donc, une entreprise, je suis dans une entreprise. Je constate que l'entreprise vend à crédit. D'accord? Le fait de vendre à crédit, on peut courir quel risque? C'est le risque qu'un client ne paye pas à terme. Vous suivez avec moi? Donc, je peux dire que nous avons un risque de non-paiement. Comment peut-on, par exemple, faire face à ce risque? L'entreprise, bien sûr, elle pourra exiger un effet de commerce. Est-ce que vous avez compris? Ou bien une garantie. Ou bien, sur le plan comptable, l'entreprise peut doter une provision pour dépréciation des comptes clients. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Que chaque événement
qui peut se traduire par une opération de l'entreprise, il peut générer un risque. Donc, le travail est simple. C'est un chouf avec l'événement. Je dis quel est le risque susceptible d'apparaître de cet événement et je le pose pour moi comme un risque éventuel. Deuxième exemple, une entreprise qui travaille en devise, qui fait des transactions en devise. Qu'est-ce que je dis? Le fait qu'elle travaille en devise, ça pourra générer un risque de change. Donc, je vais dire un risque de change. D'accord? Donc, vous avez par exemple le fait que l'entreprise travaille dans un secteur à risque. D'accord? Par exemple, les grandes industries, vous avez le risque d'accident de travail, etc. Donc, accident de travail, c'est un risque. Ce que vous avez compris. Donc, finalement, tout ce qui se trouve dans l'environnement de l'entreprise susceptible de lui générer un risque éventuel, on doit le répertorier. Maintenant, comment? Nous avons deux techniques. Nous avons la technique du top-down et la technique du bottom-up. Je vais commencer par la technique du bottom-up. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est comme si vous l'avez vu en contrôle-gestion, c'est la différence entre un budget négocié et un budget imposé. C'est la même chose. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu en contrôle-gestion? Non, madame, pas encore. Très bien, parce que vous savez qu'au niveau de l'articulation budgétaire, pour établir les budgets, je peux avoir deux méthodes. Soit c'est le contrôleur de gestion qui va établir tous les budgets et il va les diffuser au niveau des opérationnels, mais ça, c'est ce qu'on appelle les budgets imposés, c'est-à-dire et chaque opérationnel doit exécuter le budget. Soit je peux raisonner dans le cas inverse, et c'est le cas le plus recommandé, c'est qu'on parle de budget négocié, c'est-à-dire le contrôleur de gestion, il va demander à chaque fonction d'établir son budget, c'est-à-dire le marketing va établir le budget de vente. Lui, son rôle, c'est un rôle d'arbitrage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille de cette manière, on fait impliquer les opérationnels. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Supposons que moi, par exemple, je vous dis, voilà ce qu'il faut faire. Vous pourriez l'exécuter comme vous pourriez ne pas l'exécuter. Mais si je vous dis, par exemple, dites-moi combien vous pourrez réaliser comme chiffre d'affaires et vous me donnez un chiffre. Normalement, vous me donnez aussi votre engagement. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, si vous dites, moi, je peux vendre 1000, vous allez faire tout pour vendre 1000. Mais si je vous dis, il faut vendre 1000, dans ce cas, vous pouvez ne pas les vendre, vous dites, non, je n'ai pas pu. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est toujours, on parle dans le cadre du management participatif. C'est-à-dire, si on implique le personnel et les opérationnels à identifier les risques, normalement, ils auront un certain niveau de responsabilité. Mais si je leur donne, par exemple, une cartographie et je leur dis, voilà les risques que vous courez, ils peuvent me dire, moi, je ne cours pas ce risque. Moi, ce risque, je ne l'ai jamais connu. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est la raison pour laquelle, ça, s'il vous plaît, c'est de manière, je dirais, universelle. Donc, il faut les connaître parce que parfois, c'est ce qu'on vous donne dans des entretiens, soit pour le master, soit pour les embauches aussi. Donc, vous avez l'approche bottom-up. Qu'est-ce qu'on va faire? Le contrôleur interne, OK, soit l'auditeur interne, ça dépend des cas si l'entreprise va chercher l'auditeur interne pour l'établissement des procédures, va demander à chaque personne qui a un poste de faire une évaluation des risques rencontrés dans son poste. Vous suivez avec moi? Par exemple, vous êtes comptable, je vais vous dire, dites-moi quels sont les risques que vous rencontrez dans votre activité de comptable. Vous allez établir des fiches descriptives. Par exemple, vous dites que parfois j'ai un problème au niveau de certaines opérations qui ne sont pas claires, faute de procédures claires et bien définies. Parfois, vous dites, par exemple, j'ai un risque au niveau de certaines traçabilités, c'est-à-dire je ne peux pas avoir toutes les informations nécessaires pour passer l'écriture comptable convenablement. Donc, finalement, qu'est-ce que vous faites? Chaque opérationnel va décrire les risques qu'il rencontre dans son activité. Et bien sûr, tout ça remonte
au niveau du contrôleur interne, c'est-à-dire le chargé de l'établissement du contrôle interne, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien la gestion des risques, il va essayer de centraliser tout ça dans une cartographie des risques. Bien sûr, s'il voit un risque qui ne doit pas exister, alors il va aviser le personnel. Mais l'essentiel ici, c'est qu'on fait impliquer les opérationnels. Donc, c'est pourquoi je parle du bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut. C'est une auto-évaluation. Chaque partie de l'organisation analyse son activité et remonte les risques identifiés. Et donc, le gestionnaire de risques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va centraliser tous ces risques et il va les mettre dans une cartographie des risques qui passe au contrôleur interne pour avoir les mesures de sécurité. Et bien sûr, ce n'est qu'à la fin qu'intervient le rôle de l'auditeur interne pour évaluer la fiabilité de cette cartographie et la fiabilité du contrôle interne. La deuxième approche, c'est l'approche top-down, c'est-à-dire vous avez une équipe dont la direction, c'est-à-dire soit le contrôleur interne, soit l'auditeur interne, soit le manager de risque, examine l'ensemble des activités, c'est-à-dire elles-mêmes, et déduit les risques, et il va les diffuser, bien sûr, aux opérationnels. Est-ce que vous avez compris? Bien sûr, dans la pratique, c'est-à-dire l'approche la plus utilisée, c'est le bottom-up, c'est ce qu'on recommande. Mais vous savez que parfois, dans une PME, s'il veut faire une démarche de risque, il pourra commencer par le top-down. Parce que parfois, il vous dit non, les opérationnels ne sont pas assez vigilants et assez compétents pour qu'ils sachent. Ça dépend des activités, parce que parfois, je peux avoir des employés, je dirais, d'un niveau assez bas, c'est-à-dire ce pas des employés, par exemple, si on est dans une usine, la plupart des ouvriers peuvent être des ouvriers, par exemple, qui n'ont pas un certain niveau pour pouvoir comprendre tout ça. Ce qui fait que la cartographie peut être définie au niveau central. Mais dans le grande boîte, c'est toujours, on utilise la technique du bottom-up. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Madame, on peut les utiliser tous les deux, ces outils? Non, parce que c'est un choix. D'ailleurs, vous pouvez les utiliser tous les deux. Si par exemple l'entreprise, pour certaines activités, elle va utiliser le bottom-up parce qu'il y a des opérationnels vigilants, et pour d'autres, par exemple, elle pourra le faire. Mais en général, on recommande le bottom-up. Mais vous savez, dans la pratique, bien sûr, ils peuvent être utilisés tous les deux, mais ce n'est pas trop recommandé. Sauf dans le cas où, par exemple, vous avez une catégorie des ouvriers, par exemple, qui n'arrivent pas, ou bien sûr, parfois, ils ne savent même pas écrire. Dans ce cas, il faut bien sûr les définir. Mais d'ailleurs, ce qui est très important, d'ailleurs, on va le voir par la suite, c'est qu'il ne suffit pas d'établir la cartographie des risques ou bien le contrôle interne. Mais le contrôle interne, il doit être diffusé, expliqué aux opérationnels. Ça veut dire, lorsque je vous dis par exemple, nous avons des problèmes au niveau de la comptabilité, et là, il faut prendre la décision. On va dire au comptable, certes, voilà les risques que vous couvrez au niveau de la comptabilité, sachant s'il vous plaît que le risque zéro la mécange, c'est-à-dire lorsque je gère le risque ou bien lorsque je fais le contrôle interne, c'est pour réduire le risque à un niveau acceptable. Il n'y a pas un risque zéro. Vous suivez avec moi? D'ailleurs, c'est pourquoi on parle d'un risque inhérent et d'un risque résiduel dans toutes les activités. D'accord? Donc, vous pouvez imaginer n'importe quel exemple. Le risque zéro maquage. C'est pas parce que j'ai mesuré le risque, je l'ai évalué, j'ai une mesure de sécurité que je ne pourrais pas courir le risque. Non, ça c'est tout à fait normal. On vit dans un environnement incertain. Et donc, le fait que l'environnement change et l'environnement il est caractérisé par certaines incertitudes, donc le risque zéro n'existe pas. D'accord? Donc, si on adopte l'approche top-down, il faut néanmoins l'expliquer aux opérationnels, suivre est-ce qu'il est appliqué. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir par la suite. Quand je vérifie la procédure, je vérifie est-ce qu'elle est correcte. Deuxième chose, est-ce qu'elle est diffusée aux opérationnels? Troisième chose, est-ce qu'elle est appliquée par les opérationnels convenablement? C'est le travail de l'auditeur, c'est-à-dire il va suivre ça sur place pour pouvoir savoir est-ce que la procédure elle est bien faite. Parce que s'il constate que la procédure elle est mal appliquée, on va se poser la question.
Est-ce que c'est un problème au niveau de l'explication? On a mal expliqué. Est-ce que c'est un problème au niveau du personnel lui-même ou bien de l'opérationnel lui-même? Il n'a pas bien compris la procédure. Ou bien c'est un problème au niveau de la conception de la procédure elle-même. D'accord? C'est bon? Oui, madame, merci beaucoup. Madame, Très bien. Oui, madame, parmi ces oui, deux je vous approches, écoute. c'est quelle qui est la meilleure? Mais chez la meilleure, la recommandée, c'est bottom-up. C'est tout à fait normal. Je sais, vous avez vu au niveau de la gestion des ressources humaines que le fait d'impliquer les ressources humaines dans les activités de l'entreprise est une bonne chose. Quand je vous dis par exemple, faites ceci, il y a l'expression d'ordre. Est-ce que vous avez compris? Donc, par exemple, les budgets, mais c'est un contrôleur de gestion, il faut vendre 1000. Bon, vous allez faire votre travail. Vous pouvez vendre 1000 quand vous pouvez ne pas le vendre. Mais si je vous dis, dites-moi combien vous pourriez vendre, ça veut dire l'objectif sera défini par vous. Une fois il est défini par vous, il vous responsabilise et vous allez vous engager pour pouvoir le réaliser parce que vous allez dire, ah, c'est moi qui a dit que je peux vendre 1000. Donc, vous allez faire tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser cet objectif. Est-ce que vous avez compris? Il y a ce qu'on appelle la gestion participative. Le management participatif. On fait participer les opérationnels de manière directe ou indirecte à la prise de décision au sein de l'entreprise. Alors finalement, là, je peux arriver à l'objectif que j'ai en tête, mais la manière, est-ce que vous avez compris? يعني أنا بغيتكم تبيعوا 1000 غنقول لكم خاصكم تبيعوا 1000. Vous allez me dire, bon, on n'a pas peu. Mais si je vous dis, par exemple, combien vous pourriez vendre, vous allez me dire 800. Je vous dis, est-ce que vous pourriez faire plus? Vous allez me dire 1000. Voilà, Anna, j'ai eu l'objectif que je cherche, mais d'une manière où j'ai attiré votre adhésion. C'est ça ce qui est très important. Parce que vous savez que lorsque les ressources humaines adhèrent aux décisions prises par l'entreprise, là, tout le monde va fonctionner très bien pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais là, quand on dit un management autoritaire, c'est-à-dire des impositions, par exemple, des ordres, vous savez que ça ne pourra pas marcher et pourra se répercuter au niveau de l'entreprise. D'ailleurs, moi, je vais vous donner un exemple pour vous expliquer mieux ça. Vous savez, actuellement, il y a des grandes boîtes qui font, par exemple, la participation des salariés au capital. Yep. Je pense que vous avez une idée. Ça veut dire la société, il va par exemple consacrer un petit pourcentage de son capital aux salariés. Et ça existe même au Maroc, d'ailleurs dans toutes les grandes boîtes et parfois même dans des sociétés financières. Regardez comment ça se passe. Normalement, parfois 1% du capital, c'est le salarié. Mais chez le salarié, plutôt tous les salariés. Yani les salariés, automatiquement, ils vont se sentir actionnaires. Vous savez que leur comportement va changer au sein de l'entreprise. Vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Oui, madame. C'est-à-dire, Oui, madame. au lieu d'être un simple employé, elle va dire non, elle a dit une participation dans le capital. Elle arrête pour vous dire une chose. Alors, vous savez, cette participation, parfois, c'est du l'année, le dividende. Et pourtant, qu'il y a de l'implication. Parce que nous avons un phénomène psychique. Yani, si je cherche votre adhésion, yani, si vous adhérez à ce que je veux, automatiquement, vous allez faire de tout votre mieux pour pouvoir, bien sûr, réussir les objectifs. Si on vous impose, dans ce cas, vous dites, voilà, moi, je fais mon travail, point final. Soit on gagne, soit on ne gagne pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne fais que mon travail. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est ça le rôle de l'approche bottom-up. C'est-à-dire, je peux faire le bottom-up, mais le fait de dire à chaque opérationnel, dis-moi s'il te plaît, quels sont les risques que vous rencontrez? Alors ça y est, j'ai pu avoir son adhésion. Je peux lui ajouter d'autres risques, mais croyez-moi, il va les accepter sans aucun problème. Je peux poser le contrôle interne, il va l'accepter. Pour lui, c'est lui qui a identifié ces risques-là. Est-ce que c'est clair? D'accord?
Donc, finalement, d'ailleurs, même, si vous voulez, parce que parfois, ça, on le fait à titre de mission externe, c'est-à-dire l'entreprise, il peut faire appel à un cabinet pour mettre en place les procédures. Et normalement, c'est ce qu'on fait dans la pratique, c'est-à-dire pour mettre en place les procédures, on commence par l'approche bottom-up, c'est bien. C'est-à-dire, nous avons une idée sur les risques éventuels, mais quand même, on peut parfois trouver un risque que nous ne connaissons pas, mais le personnel le connaît parce que lui, il le vit. Mais automatiquement, chercher l'adhésion. Vous savez, lorsque le personnel adhère à la culture de l'entreprise, au choix stratégique de l'entreprise, croyez-moi, il va faire tout ce qu'il faut pour réaliser ses objectifs. Voilà, donc on passe à l'étape suivante. Plutôt toujours dans celle-là, c'est-à-dire une fois nous avons identifié l'analyse des risques par l'évaluation de la probabilité de survenance, c'est la fréquence, et l'impact possible du risque, c'est la gravité. D'ailleurs, c'est ce que nous avons vu. C'est ça, comment peut-on l'évaluer? C'est le couple fréquence-gravité. On peut distinguer des risques financiers et non financiers, regrouper les risques dans des catégories ou réaliser une cartographie des risques. S'il vous plaît, d'ailleurs, cette distinction, parce que moi, ici, j'étais obligée de prendre les termes, parce que ce que vous voyez là, ce sont les explications du modèle. Je vous donne un exemple très simple. Normalement, lorsqu'on parle de risque financier non financier, selon le modèle, un risque financier, celui qui se traduit par une perte financière. Un risque non financier, mais pour moi, hein, personnellement, je peux vous dire que tous les risques, bien sûr, ils se traduisent par une perte financière. Alors, un exemple de risque non financier, c'est la dégradation de l'image de marque. Par exemple, l'image de marque de l'entreprise est atteinte. Là, pour le modèle, c'est un risque non financier. Mais pour moi, lorsque l'image de marque d'une entreprise est atteinte, à votre avis, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on peut avoir une conséquence financière, Oléla? Bien sûr, il s'agit d'une perte Oui, madame. du chiffre Très d'affaires. bien. Voilà. Donc, c'est ça le raisonnement que je fais. C'est pourquoi je vous avais dit hier que, d'ailleurs, personnellement, parce que parfois on avait un débat même avec certains profs, le fait de dire risque externe, risque interne, risque opérationnel, ou bien risque financier, non financier, c'est-à-dire pour moi, tout risque qui ne se traduit pas par une perte financière, soit immédiatement, soit à terme, ce n'est pas un risque. Deuxième chose, tout risque qui ne peut pas affecter ce que je fais au quotidien, ce n'est pas un risque. Donc, lorsque je prends l'exemple de la détérioration de l'image de marque, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, je vais avoir une chute de chiffre d'affaires. Et la chute de chiffre d'affaires, il va se répercuter bien sûr par une perte financière. D'accord? Donc, finalement, on a la distinction les comme financier, non financier. Il y a ni financier, automatiquement une relation avec l'argent. Non financier, par exemple, lorsqu'on parle des éléments, je dirais immatériels, mais en réalité, tous les éléments immatériels, alors, ils vont impacter bien sûr le résultat financier. Bien, donc, étape suivante, évaluation du degré d'aversion au risque de l'organisation. Il dépend de sa perception de l'importance des risques. Ça veut dire, une fois on pose les risques, je peux dire par exemple, pour ce risque, c'est facile, je peux le gérer facilement. Donc, c'est ça ce que j'appelle le degré d'aversion, c'est-à-dire comment moi je peux le gérer. Et enfin, c'est la mise au point des réponses à apporter, le traitement du risque par le contrôle interne, afin de ramener à un risque acceptable pour l'organisation. Voilà. Le contrôle interne, là où nous avons plusieurs dispositifs et dispositions. Par exemple, le risque de panne machine, l'entreprise, donc, il va organiser des contrôles ou bien des entretiens maintenance périodiques. Vous avez, par exemple, des risques au niveau ou bien des défaillances au niveau de la chaîne de fabrication. On peut organiser, si vous voulez, des contrôles qualité. Par exemple, l'absentéisme, c'est ce que nous avons vu, on peut avoir le système de pointage. Par exemple, le chevauchement de tâches, l'entreprise, elle pourra refaire la répartition de tâches. Donc, finalement, pour chaque risque,
il faut avoir une mesure de sécurité. Par exemple, le risque de perte de l'actif, on peut avoir une assurance. Donc, regardez bien, une fois on termine, on dit ça y est, on a mis en place le management de risque et le contrôle interne. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame. Ça va? Oui, madame. Très bien. Maintenant, on va passer à la troisième étape, c'est l'audit interne. Donc, finalement, regardez, d'ailleurs, même l'enchaînement de ces diapos représente l'enchaînement en réalité de l'audit, c'est-à-dire parce qu'on dit l'audit, c'est le contrôle de troisième niveau. Et ça dit l'autocontrôle et le contrôle hiérarchique. Donc, le deuxième niveau, j'ai le contrôle interne, ou on dit le contrôle de troisième niveau. Donc, le rôle de l'audit interne, c'est quoi? C'est de pouvoir évaluer et le contrôle interne et le management de risque avant, bien sûr, de passer à l'audit lui-même, c'est-à-dire l'objet de la mission. Qu'est-ce que j'audite? Est-ce que j'audite la comptabilité ou bien je vais auditer des opérations et ainsi de suite? Donc, les activités de contrôle sont menées à tous les niveaux hiérarchiques et fonctionnels de l'entité et comprennent des actions variées comme des procédures d'autorisation et d'approbation, la séparation des fonctions entre autorisation, traitement, enregistrement et analyse. Vous savez, à chaque fois que je trouve une confusion de tâches, c'est une situation de risque. C'est comme un exemple très simple. Si par exemple, je trouve dans une entreprise, on a le comptable. C'est lui qui est chargé, par exemple, de la signature de chèque et c'est lui qui est chargé du suivi de paiement. Qu'est-ce qu'il y a et où est le risque? C'est que le risque, il va comptabiliser des opérations fictives pour lesquelles il va donner des ordres de paiement, alors qu'en réalité, il s'agit des détournements de fonds. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pourquoi on insiste beaucoup sur la séparation de tâches, c'est-à-dire deux tâches successives qui peuvent générer deux objectifs différents. Normalement, il faut les séparer. Et lorsque je parle de séparer, il faut avoir deux personnes différentes. Parce que maintenant, si par exemple, on dit le comptable tout seul, c'est lui qui établit les factures, c'est lui qui fait les enregistrements comptables, mais le responsable de la trésorerie, c'est une autre personne, automatiquement, le contrôle va se faire au niveau du responsable de trésorerie. Est-ce que c'est le bon montant ou bien c'est le mauvais montant? Si j'ai le pouvoir de signature de chèque, c'est-à-dire quand le montant, par exemple, à payer dépasse un certain niveau, l'autorisation de signature et les données, par exemple, au directeur financier ou bien au directeur général, là aussi, c'est une mesure de sécurité. D'accord? C'est-à-dire il faut éviter ce que j'appelle le regroupement de tâches, OK? C'est-à-dire qui sont successives et qui portent sur deux éléments différents, qu'ils soient bien sûr entre les mains de la même personne. C'est ça la séparation des tâches. Les contrôles portant sur l'accès aux ressources et aux documents, c'est-à-dire la protection du document, les vérifications pour les transactions événements importants, les analyses de performance opérationnelle et les analyses d'opérations, de processus et d'activités. Bien sûr, ici, ça rejoint un petit peu le contrôle de gestion, c'est le travail de contrôle-gestion. C'est-à-dire, lorsque vous analysez, par exemple, les écarts, vous déterminez les indicateurs de performance, vous établissez les tables de bord, et lorsque le contrôleur de gestion vous donne des normes à respecter, donc, il faut les respecter parce qu'ils peuvent représenter pour vous des mesures de sécurité. Par exemple, lorsque le contrôleur de gestion il va vous dire que normalement, on ne doit pas dépasser 2 pannes machines par mois, normalement, on ne peut pas dépasser 3 absences par mois, donc ça devient pour vous des normes de contrôle qu'il faut respecter bien sûr et lorsqu'on les dépasse, on est dans une situation de défaillance. Quatrième point, c'est information et communication. Normalement, une information et une communication efficaces sont cruciales pour la gestion et le contrôle des opérations. Ainsi, la communication doit être pertinente, c'est-à-dire aider l'entreprise à la prise de bonnes décisions, doit être exhaustive, c'est-à-dire il ne faut rien laisser au hasard, et doit être fiable, quel que soit le type d'événement concerné. Parce que d'ailleurs, ça aussi, ça rejoint un petit peu le travail du contrôleur de gestion, c'est à travers le tableau de bord et le reporting. Parce que la remontée des informations, c'est elle qui nous permet d'apporter les ajustements nécessaires. Et bien sûr, cette remontée-là,
il doit être, c'est-à-dire périodique, c'est-à-dire on doit fixer une période pour faire la remontée de toutes les informations, tout ce que vous faites en tant qu'opérationnel, par exemple, au niveau du top management. Et la dernière étape, c'est le pilotage. Le système de contrôle interne doit être suivi et piloté afin de maintenir sa qualité dans le temps. D'ailleurs, ce système de pilotage, c'est quoi? C'est l'audit interne ou bien l'audit externe, ça dépend des cas. D'ailleurs, toujours, je répète la même chose. Lorsque je dis l'audit interne, c'est pareil pour l'audit externe. La seule différence, c'est la relation entre l'auditeur et le mandataire. Cela permet notamment de l'adapter en cas de changement. C'est ce qu'on appelle une mise à jour. D'ailleurs, s'il vous plaît, dans la pratique, vous savez que soit la cartographie des risques, soit le contrôle interne, il faut faire une mise à jour annuelle. À la Chancolo, une mise à jour, je peux ne rien changer, mais au moins, il faut faire une lecture annuelle. Parce que tout simplement, on peut avoir un changement dans l'environnement et on peut avoir, par exemple, un changement au niveau des risques, c'est-à-dire un risque moins important devient plus important, un risque plus important devient moins important. Donc, on refait un reclassement de la cartographie et donc, on refait en quelque sorte un reclassement du contrôle interne ou encore dans ses objectifs, ses moyens et ses risques. Voilà donc tout ce que j'ai à vous dire concernant le contrôle interne. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, oui. S'il vous plaît, un bon système d'information est-il imposé aux grandes sociétés afin Hein? de suivre un bon contrôle et tout, et de l'audit, bien évidemment, Mhm, ou pas? mhm. Est-ce qu'il est imposé ou pas? Un bon système d'information. C'est imposé, rien n'est imposé parce que l'entreprise, c'est une entité libre et en elle-même. Mais je dis, il est utile parce que Hatchi, c'est vrai, et c'est une très bonne question. C'est vrai que pour parler de tout ça, le système d'information, tout ça ne pourra pas fonctionner. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, c'est un préalable important. Bien sûr, bien D'ailleurs, sûr. je vais vous dire une chose. Parce que maintenant, un système d'information, à part le volet technique, c'est-à-dire le volet informatique, vous savez qu'est-ce que ça veut dire un bon système d'information? Vous savez que lorsque j'entre dans une entreprise et je sais qui fait quoi, dit la plus importante réponse, plutôt question et réponse. Qui fait quoi? Il est qu'un indique qui fait quoi entre le dispositif de descriptif de tâches, il est bien fait. هنا نقدر ندير كل شيء اللي غيجي من بعد. Mais il est qu'un indice. D'ailleurs, le système d'information performant, c'est vrai que certaines entreprises vont vous dire non, c'est coûteux, etc. Mais toutes les entreprises, les fonctions de top management, bien sûr, ils ont des systèmes d'information qui sont trop performants. Parce que pourquoi? Parce qu'une défaillance dans le système d'information, il peut s'impacter sur tout ça. D'ailleurs, vous savez que maintenant, même, elle a des spécialités où elle audite des systèmes d'information. D'accord? Parce que le système d'information va aider l'entreprise à réaliser tous ses objectifs. D'accord? Normalement, il doit être performant pour pouvoir réussir tout ce qu'on dit. C'est pourquoi, déjà, le fait de parler d'une organisation adéquate, alors, il faut un système d'information qui traduit tout ceci. Est-ce que c'est clair? Mais imposer, non, les NNA, on n'impose rien. Mais ce sont des recommandations. Mais par exemple, une entreprise qui n'a pas un système d'information performant, elle ne pourra pas se permettre, elle a tout ça en fait sous forme de logiciel. C'est-à-dire tout ça doit être informatisé. Donc, le sous-bassement doit être là pour pouvoir réaliser toutes, je dirais, ces activités au sein de l'entreprise. Soit l'activité de management de risque, de contrôle interne, d'audit interne et aussi de contrôle de gestion. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, je comprends. Je vous ai posé cette question. C'est juste par exemple, à l'audit comptable, par exemple. Notamment pour certifier des comptes, la régularité, la sincérité et tout. Quand on a un système d'information, ça devient plus pratique. Bien sûr, Un système d'information performant. Parce que bien déjà, sûr. par exemple, quand on parle des factures et tout, bah, si on tape des factures sur Word, ça devient très compliqué. Par contre,
Bien sûr. Si on se base sur un système d'information, l'information devient plus claire et plus fiable. Exactement, exactement. Mais là, c'est qu'on a dit un système d'information fiable n'est pas dépassé, n'est pas défaillant. D'accord? Bien sûr, ça c'est un préalable très important. Regardez, d'ailleurs, on va le voir après. Vous savez que l'audit, c'est une fonction. Mais vous savez, il y a un risque d'audit. C'est quoi le risque d'audit? C'est le risque pour un auditeur qui n'arrive pas à détecter toutes les anomalies. Et si vous voulez, c'est un risque parfois qui est lent. Même que je suis zéro. L'auditeur, il travaille avec quoi? Il travaille avec les informations que lui donne la société. Si vous avez un système d'information, donc automatiquement l'auditeur va puiser toutes les informations de ce système. Mais si par exemple, vous n'avez pas de système d'information et l'auditeur, est-ce qu'il va passer 100 ans à dire au comptable, dites-moi comment vous avez fait cette opération, comment vous avez fait celle-là? Vous voyez que l'activité, ça va être encore plus compliqué. C'est la raison pour laquelle je dis ces questions de faisabilité, s'il vous plaît. C'est vrai que d'ailleurs, actuellement, on a une évolution majeure au niveau des systèmes d'information dans tous les domaines, soit le contrôle de gestion, soit au niveau de la comptabilité, soit au niveau de la gestion des ressources humaines, des systèmes d'information qui sont performants. C'est vrai qu'ils ne sont pas à la portée de toutes les entreprises. Pour les PME, les PMI, là, c'est-à-dire que le coût, c'est plus cher. Et parfois, c'est un problème de réticence. L'entreprise, qu'il y ait des informations que je ne dois pas avoir en système d'information. Non. Vous voyez? Mais ça, c'est un fondamental. Mais seulement dans le coach imposé. On n'impose rien. C'est-à-dire, c'est un choix de l'entreprise. Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est que l'entreprise, elle doit mesurer la valeur ajoutée de ça. comme un exemple très simple. Alors, vous savez, pour toujours sans le contrôle gestion, c'est le modèle de base. Maintenant, une PME. Pourquoi ne pas avoir un service contrôle gestion? C'est très coûteux pour moi. Le fait que moi je gagne, je n'ai pas besoin de contrôleur gestion. Le fait que moi je gagne, je n'ai pas besoin d'un audit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, ça n'a le problème de culture. C'est vrai que maintenant, avec la mondialisation, la globalisation, les entreprises travaillent avec d'autres entreprises, c'est-à-dire internationales, et on a besoin d'avoir une organisation adéquate pour pouvoir communiquer. Parfois, on peut communiquer par les rapports d'audit. Surtout, par exemple, quand l'entreprise a un bon rapport, il pourra le donner, par exemple, soit à une partie prenante pour pouvoir avoir des affaires à citer, ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris? Donc, normalement, c'est comme si on veut refléter l'image de l'entreprise à travers ces outils-là. Soit l'audit, soit le contrôle interne, soit le management des risques, soit le contrôle de gestion aussi. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est bien clair, merci. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Non, madame, c'est clair. Très bien. Donc, normalement, on a terminé ce deuxième volet. On va passer à la troisième étape. C'est la démarche d'audit. D'ailleurs, on va maintenant passer au cas pour parler de la démarche d'audit dans le vrai sens du terme. Comment se déroule une mission d'audit? Pour pouvoir voir le cas de l'audit comptable financier et bien sûr le cas de l'audit opérationnel en analysant quelques procédures pour vous montrer bien sûr qu'est-ce qu'on peut détecter comme anomalie et comment peut-on évaluer des recommandations ou bien établir un rapport d'audit. D'accord? Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là aujourd'hui, s'il vous plaît. Je ne voulais pas commencer un nouveau chapitre. Est-ce que c'est clair? Dites-moi tout d'abord, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, pour cette. D'ailleurs, on a terminé les deux premières parties, les normes d'audit, les définitions, contrôle interne, management de risque. Je vous ai déposé hier le cours de management de risque avec le cours des principes comptables. S'il vous plaît, faites une petite révision de la comptabilité générale pour pouvoir faire l'audit comptable et financier. OK? Très bien. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Ça va? Non, madame, c'est clair, merci. Hein? Très bien. Donc, merci à vous. Merci à vous. Et à la bonne journée. Oui?
Oui, je vous ai... PS 56 Malo. واش عندنا السيونس دابا مع 10:30 Non, il n'y a pas de séance parce que je vous ai donné mes orientations et je vous ai dit qu'il faut travailler. Je vais organiser la séance peut-être la semaine prochaine parce que je n'ai pas le taux d'avancement.